Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous continuons avec la deuxième partie de ce chapitre. C'est une approche plutôt géographique du Covid-19, après avoir fait une approche plutôt historique. Donc, on va maintenant s'intéresser un peu aux causes. Donc, c'est l'objet du grand 2. J'ai mis le rôle des activités humaines dans l'émergence et la diffusion d'une pandémie. Donc là, on aborde les causes sous l'angle de la géographie. Donc je ne vais pas détailler forcément beaucoup les aspects vraiment purement biologiques, le fonctionnement de la maladie ou ce genre de choses. C'est vraiment l'angle géographique et notamment celui des activités humaines qui peuvent jouer dans l'émergence d'une maladie, d'une pandémie. Et donc, première sous-partie d'abord, le Covid-19, une origine encore partiellement incertaine. En effet, en ce qui concerne cette maladie-là, on n'a pas encore de certitude absolue sur ce qu'on appelle la chaîne de transmission qui a amené le Covid-19 jusqu'à l'être humain. Néanmoins, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est un virus qui est enfin, l'origine du virus et c'est un processus qui est plutôt naturel. Je vous mets ici un communiqué de l'Institut de recherche Scripps qui nous dit donc qu'ils ont comparé les données qui sont disponibles sur la séquence du génome du SARS-CoV-2 et avec d'autres coronavirus, ils les ont comparés, ce qui leur permet de déterminer que ce virus est d'origine naturelle. Je vous mets également en lien dans la description une vidéo faite par une journaliste du journal Le Monde qui explique un peu pourquoi est-ce que ce virus est effectivement d'origine naturelle. Il est très probablement, si on précise un petit peu, d'origine animale. Notamment, l'origine probable de ce virus, c'est la chauve-souris. Ça a été en fait, il y a un virus qui a été détecté chez la chauve-souris qui est proche, de celui du Covid-19, donc pour l'instant, on ne peut pas en être sûr, mais c'est l'origine probable. Et ensuite, ce qui se passe, la chaîne de transmission, elle se déroule de la manière suivante, a priori, c'est qu'on a un animal intermédiaire, donc là, on ne sait pas encore, ça pourrait être le pangolin, ça pourrait être la civette ou éventuellement un autre animal, on ne sait pas, qui, sert d'intermédiaire entre l'animal d'origine et l'être humain. Donc c'est une chaîne de transmission probable, hein, on n'est pas encore certain. Vous voyez, j'ai mis des points d'interrogation pour bien insister sur le fait on n'est pas sûr qu'on ait toutes les étapes et on n'est pas sûr des animaux concernés. Je reviens aussi sur le fait que la majorité des cas, initialement décrits concernaient des personnes qui ont fréquenté un marché d'animaux vivants. Mais étant donné qu'on n'a pas retrouvé ce qu'on appelle le patient zéro, c'est-à-dire la première personne qui a été infectée, pour le moment, on ne peut pas connaître avec certitude l'origine précise, de la transmission du virus, à l'homme. Donc, le Covid-19 est une épidémie, mais elle s'intègre, comme on l'a vu dans le cours, avec une approche plutôt historique, dans une série d'épidémies, sur un temps qui est très long, hein, ça remonte à loin comme on l'a vu. Là, l'idée va être un peu d'élargir pour avoir un peu plus de recul. Donc là, on va sortir de l'analyse uniquement du Covid-19, mais prendre un peu de recul sur globalement ce qu'on peut dire des épidémies et des pandémies, actuellement, notamment sous l'angle, comme je vous l'ai dit, des activités humaines. Pour faire cette, sous-partie, hein, le grand 2.2, les activités humaines favorisent les épidémies, je me suis pas mal appuyé sur une vidéo de vulgarisation scientifique, dont je vous mets le lien, en description dans la vidéo. C'est une vidéo de Dirty Biology, donc si vous voulez la voir, vous retrouverez des choses du cours et d'autres choses qu'il évoque qui sont également intéressantes. Alors, première chose, c'est le petit A donc, les épidémies dans le monde. D'abord 3 constats pour bien comprendre un peu, le contexte général, si vous voulez. Premier constat qu'il faut faire, c'est que les épidémies sont globalement moins meurtrières qu'auparavant. Il y a plein de causes qui expliquent cela, hein. Les systèmes de santé se sont améliorés, on a plus de connaissances, on a développé des vaccins qui ont permis de lutter, efficacement contre plusieurs maladies. Donc ça, c'est un premier constat. Les épidémies les maladies de manière générale sont moins meurtrières qu'auparavant. Deuxième constat néanmoins, et là je vous montre un graphique, c'est qu'il y a une augmentation du nombre d'épidémies dans le monde. Là vous avez, le nombre d'épidémies et le nombre d'épidémies différentes, mais dans les 2 cas, le constat est similaire. On voit quand même une augmentation assez forte, notable depuis les années 40 en tout cas. On peut Si on fait une approximation, il y a à peu près 15 fois plus, en 80 ans d'épidémies, en nombre d'épidémies. Donc la courbe qui est plutôt en bleu. Donc deuxième constat, il y a de plus en plus d'épidémies. À la fois le nombre d'épidémies et le nombre d'épidémies différentes augmente.
Et enfin, troisième constat, c'est qu'il y a de plus en plus d'épidémies qui deviennent des pandémies, c'est-à-dire qui, se répandent à l'échelle mondiale. Donc il y a un petit peu une sorte de paradoxe un petit peu il y a de plus en plus d'épidémies, de pandémies et en même temps elles font de moins en moins de morts. Donc il faut essayer de comprendre cette sorte de paradoxe et notamment on va essayer de comprendre quel est le rôle des activités humaines, là-dedans. Et donc petit b, le rôle des activités humaines dans l'augmentation du nombre des épidémies. Donc là vous voyez, je ne parle pas uniquement du Covid-19, c'est de manière générale pourquoi est-ce qu'on a cette augmentation du nombre d'épidémies. Donc on va aborder d'autres causes, hein, elles ne sont pas forcément toutes valables dans le cas du Covid-19, en tout cas on ne peut pas encore en être sûr également. Ici on cherche à comprendre pourquoi il y a de plus en plus d'épidémies. Alors très souvent, comme on a un peu commencé à le voir, la chaîne de transmission, ça se déroule sur, le schéma suivant. On a une maladie qui se développe chez des animaux sauvages, qui vont ensuite être transmises à des animaux domestiques. Domestiques ici, il faut comprendre surtout comme des animaux d'élevage, donc le bétail, les vaches, les bœufs, enfin tous les animaux d'élevage. Et ensuite, ça va passer à l'être humain. Alors, c'est pas forcément le cas pour le Covid-19, en tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas encore exactement quelle est la chaîne de transmission. Pourquoi est-ce que ça part souvent des animaux sauvages? En fait, parce que ces animaux peuvent porter des maladies qui n'existent pas chez l'être humain. Et de fait, s'il n'y a pas de contact entre les animaux sauvages et les êtres humains, ça pose pas forcément de problème. Or, pourquoi est-ce que c'est important les activités humaines? Pourquoi est-ce qu'on est centré là-dessus? Parce que ce sont les activités humaines qui vont mettre en contact de plus en plus des espèces sauvages et notamment des espèces d'élevage. Et donc ça va augmenter, si vous reprenez ce schéma, s'il y a plus de contacts ici, et bah, ça va entraîner aussi des contacts indirectement de plus en plus entre des choses qui se trouvaient chez les animaux sauvages au début et les êtres humains. 2 raisons principales expliquent, ces contacts, entre animaux sauvages et animaux d'élevage, ensuite la transmission à l'être humain. La première c'est donc première cause, l'augmentation du bétail, c'est-à-dire le nombre d'animaux d'élevage. Là, je vous mets plusieurs graphiques qui sont extraits de la vidéo, hein, d'ailleurs. Donc vous voyez que il y a 4 types d'animaux d'élevage et vous voyez que depuis les années, en gros, 60, on a quand même une très forte augmentation du nombre d'animaux d'élevage. Heu, Si on prend tous les mammifères, le poids de tous les mammifères qui existent sur terre, hein, il y a 4 qui sont des animaux sauvages, 34 bah, c'est l'homme, c'est nous et tout le reste, donc 62 c'est tous les animaux qui concernent notamment le bétail. Donc il y a une énorme masse d'animaux d'élevage et qui a énormément augmenté depuis, voilà, une soixantaine d'années. Ces animaux sont donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un réservoir potentiel pour un certain nombre de virus. C'est pour ça que vous avez déjà dû entendre, peut-être parler peut-être de grippe porcine, de grippe aviaire. C'est des maladies qui se développent chez des animaux d'abord, enfin chez les animaux d'élevage. Or, ce qui se passe, c'est qu'on a donc de plus en plus de contacts entre ces animaux d'élevage et des espèces sauvages. Et donc, il y a beaucoup plus de chances que la maladie se transmette ensuite à l'homme. Pourquoi est-ce que ça se transmet des animaux d'élevage à l'homme? Bah, en particulier parce qu'on mange ces animaux. Les humains mangent de plus en plus de viande, notamment dans les pays en développement. C'est ce qu'on appelle la transition alimentaire. Je vous mets juste une petite carte rapidement qui vous présente la consommation de viande en kilogrammes par habitant et par an. Vous voyez, donc par exemple là, si on prend le cas de la France, on est en rouge, on consomme 87 kilos de viande par personne et par an. En Chine, par exemple, actuellement, on est à 53 kilos par personne et par an, mais c'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Les pays en développement, ils sont de plus en plus riches, les conditions de vie s'améliorent et ça passe. Une des traductions de ça actuellement, c'est qu'on mange plus de viande. Donc, premier élément, de plus en plus d'animaux d'élevage que l'on consomme et donc potentiellement des maladies qui se répandent à l'homme. Deuxième cause qui explique ces contacts de plus en plus répandus entre sauvages, élevage puis humains, c'est le fait, donc deuxième cause, que les activités humaines dégradent l'habitat des animaux sauvages, ce qui va les pousser à fuir, à changer et donc à être plus proches des installations humaines, ce qui va donc augmenter les contacts entre ces animaux sauvages et soit les êtres humains directement, soit en tout cas leur bétail. Et donc les risques de transmission de maladies. Alors ça peut être direct, hein, par exemple la déforestation va chasser des animaux et va installer des villages dans des endroits avant où il y avait personne. De manière plus générale, les activités humaines vont conduire au dérèglement climatique et donc peut y avoir des événements qui vont jouer là-dedans aussi. Par exemple, les sécheresses vont pouvoir faire fuir les animaux vers des zones habitées par les hommes.
Heu, C'était déjà le cas de la peste, noire qu'on a évoquée, du XIVe siècle. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un animal sauvage, alors c'est pas sur, hein, les photos que j'ai mises, on ne sait pas si c'est particulièrement cet animal, en tout cas c'était un rongeur, des rongeurs asiatiques qui ont, fui. Ils ont été chassés des hauts plateaux, en fait, chinois. Ils vont ensuite entrer en contact avec des rats qui eux-mêmes vont entrer en contact avec des humains et donc la peste va se répandre, par ce, biais-là. Dans le cas du plus récent, le SARS comme, le Covid-19 sont apparus suite à des sécheresses. Donc ça peut aussi expliquer, en tout cas, entraîner le développement, d'épidémies qui se transmettent à l'homme. Alors pour vraiment reprendre un peu tout ce qu'on vient de dire, je vais prendre un exemple qui est celui qui est pris encore une fois, hein, dans la vidéo pour bien comprendre ce mécanisme. On va prendre l'exemple du virus, Nipah, qui s'est développé en Malaisie, donc le pays que j'ai entouré ici, en, 1998. C'était un virus qui était d'une gravité, très forte puisque c'était une encéphalite qui avait un taux de mortalité de 40. C'est-à-dire que la proportion de gens qui mouraient après avoir été tués par la maladie était extrêmement forte. Alors, ce virus, en fait, on va reprendre la chaîne de transmission pour bien reprendre tout ce que je viens de dire. Le virus est parti d'un animal sauvage, a priori, voilà, à nouveau, on l'a déjà dit, c'est beaucoup les chauves-souris dans certaines maladies. Là, c'est bien une chauve-souris qui ont hébergé ce virus. Il y a eu un phénomène de déforestation très, très important puisque c'est une zone, la Malaisie, où on plante beaucoup d'huile pour produire de l'huile de palme, donc on détruit des forêts pour planter à la place, des arbres qui permettent de produire de l'huile de palme. Ce qui a entraîné le fait elles ont été chassées de leur territoire et elles se sont retrouvées au bord de villages. La maladie, qu'elles portaient s'est transmise aux animaux, d'élevage, en l'occurrence ici, des élevages de porcs, qui se sont retrouvés porteurs de la maladie et une fois que les porcs ont été, contaminés, ils ont ensuite contaminé des êtres humains puisque c'est une viande que l'on consomme. Donc vous voyez ce schéma qu'on a expliqué là, c'est un bon exemple pour comprendre comment ça se produit. Donc si on fait le bilan et on s'arrêtera là pour cette vidéo, les activités humaines vont en fait forcer les contacts entre des animaux sauvages et des animaux d'élevage et donc par là augmenter le nombre d'épidémies qui se transmettent à l'homme. Alors toutes ces épidémies ne deviennent pas des pandémies. Il s'agit maintenant, c'est ce qu'on va faire dans la prochaine, vidéo, de comprendre pourquoi, ces épidémies deviennent aussi de plus en plus des pandémies. Voilà, je vous laisse prendre ça en note et me l'envoyer. Bon courage et bonne journée à tous.